D'abord, merci à l'équipe organisatrice et à SIHAM de nous permettre, des vieux compagnons du GRCI, de partager ce moment avec vous. Et on a décidé de faire la controverse en même temps, de toute façon, le temps étant le même. Je vais laisser donc Antoine introduire le sujet. Et après, tu vas prendre la parole. Alors, bien entendu, nous remercions l'AMCAR de nous convier le GRCI à vous parler. Ça nous fait vraiment plaisir. Camille Brasselet, Kamel, le local de l'étape, et Emmanuel, qui a eu un petit souci d'accident de la voie publique, qui sera là en visio tout à l'heure. Merci beaucoup de nous avoir conviés à vous parler d'un sujet qui est passionnant, qui est celui du syndrome coronarien chronique, vous verrez, et sous un format qui est tout à fait intéressant, qui est celui de la controverse. Alors, la controverse, ça signifie que on va prendre, Kamel et moi, des positions forcément un peu outrancières, chacun de son côté. Bien entendu, bien que, étant amené par le format de la session à défoncer la tronche de Kamel, n'ayez aucun doute quant à mon amitié pour lui, bien sûr. Alors, le syndrome coronarien chronique, ce sont toujours c'est simpliste, c'est des conséquences néfastes d'une sténose coronaire athéromateuse, serrée ou non. Alors, si on veut être super simple, comme les conséquences néfastes sont liées à la sténose, le mieux c'est de dilater la sténose. Et cette position sera prise par Kamel, qui chaussera donc les guêtres de Néandertal. Si en revanche on veut être un petit peu plus subtil et disruptif et intelligent, il faut réfléchir et peut-être s'abstenir, et ce sera ma position. Et enfin, comme on est fondamentalement amis, je pense qu'on va trouver une solution intermédiaire qui nous satisfera tous les deux. Alors, si vous avez encore des doutes à l'issue de nos présentations, je vous recommande d'aller voir les recommandations de la Société européenne de cardiologie qui nous indique, avec une nouvelle mouture en 2024, dans laquelle, d'ailleurs, les tests de provocation d'ischémie vont probablement disparaître. Suivante. Alors, Kamel, je te pose la question. Pourquoi veux-tu absolument dilater les syndromes coronariens chroniques? Est-ce que c'est parce que tu as une analyse pertinente et personnelle des dernières études concernant les SCC, ou est-ce que c'est parce qu'il y a une flambée des prix de l'immobilier? C'est la vie, il y a toujours un peu des deux. Donc au départ, vous avez vu la modestie légendaire de l'intelligent Goethe. Alors le néandertalien, dans son approche de la pathologie, considère qu'à partir du moment où une solution existe et que cette solution se fait à peu de frais, je ne parle pas d'argent, à peu de frais chez les malades, notre métier a beaucoup évolué, et qu'une angioplastie coronaire en réalité est devenue un geste à risque très réduit. Donc moi j'ai une tendance à considérer que si je localise l'endroit qui semble gêner le patient, même symptomatiquement, ça vaut le coup. Et je vais essayer de vous convaincre de cela. Pourquoi? Parce que c'est un débat perpétuel, hein, l'histoire du syndrome coronaire chronique. À nous deux, hier, on avait calculé depuis combien de temps on travaille. Quand on additionne nos deux machins, on a 70 ans de cardiologie interventionnelle. Et il a perdu tous ses cheveux, moi ça commence. Donc voilà, au bout de 70 ans, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans de notre métier à traiter au moins 50% de nos patients étaient des patients chroniques. Est-ce que réellement pendant 40 années on a fait n'importe quoi? Est-ce que réellement pendant 40 années on a abusé de l'utilisation des stents, etc. Alors quel est l'objectif du traitement dans le syndrome coronaire chronique et de la revascularisation? C'est essayer d'avoir un impact sur la mortalité évidemment, et ça je vais faire preuve d'humilité. Très peu d'études démontrent qu'on a un impact sur la mortalité, mais regardez en cardiologie, 80% des choses que vous faites, à part les statines, à part le TAVI, à part la bithérapie antiaggravante plaquettaire, il n'y a pas grand-chose qui réduit la mortalité de manière évidente et prouvée. L'impact sur la survenue des infarctus du myocarde, c'est pas rien, et vous verrez qu'on a un impact sur la survenue des infarctus. L'impact sur l'acutisation de la maladie, qui est la véritable problématique d'un continuum. Syndrome coronaire chronique n'est qu'une phase de la vie du coronarien
qui va être impacté par des phases aiguës, c'est l'acutisation, et il va revenir à sa chronicité. Donc ça n'est pas quelque chose qui est unique, ce n'est pas un concept qu'on va sortir de la maladie coronaire en disant il y a deux types de maladies coronaires, l'aiguë et la chronique, parce qu'on a tendance à dire en général qu'on sauve des vies dans l'aiguë, mais que dans le chronique on ne fait rien. C'est le même malade qui va avoir des phases de chronicité et des phases, moi je compare souvent la maladie coronaire à une maladie inflammatoire telle que la polyarthrite, c'est poussée, rémission, mais la maladie est la même. Et l'impact sur l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme et sur les symptômes. La problématique c'est quoi? C'est que quand on a commencé à faire ce métier, le traitement médical était réduit à la portion congrue. Et que les avancées pharmacologiques sont majeures ces 20-30 dernières années, et qu'effectivement, en face d'un traitement médical extrêmement efficace, il est devenu de plus en plus difficile de démontrer la supériorité d'une technique mécanique sur l'ensemble de la pharmacopée qu'on a à nos dépens. Et donc évidemment, Antoine Pi, du haut de sa sagesse, va vous expliquer que, voilà, on enterre l'angioplastie coronaire chez le patient chronique et qu'on a tendance à dépenser des milliards dans une pratique qui n'a aucun intérêt et qu'aller voir un coronarographiste pour lui dire docteur, est-ce que dans ma pathologie j'ai besoin d'un stent, c'est l'équivalent d'aller voir un coiffeur et de lui demander est-ce que j'ai besoin d'une coupe de cheveux. Évidemment, il va vous dire oui, vous êtes mal coiffé, donc on va vous dire vous allez avoir besoin d'un stent. Alors, il va vous parler de courage, il va vous parler d'ischémia, il va vous parler d'orbita, toutes ces études avec des cohortes immenses de patients, d'accord, pour démontrer que le traitement médical fait la même chose que l'angioplastie coronaire dans la phase chronique. Mais quand on regarde ces études de manière particulière, on oublie le substrat physiologique de toute la pathologie. C'est quoi? C'est l'ischémie. Et si c'est l'ischémie, quand vous regardez, même dans Courage, est-ce qu'on peut revenir? Oui. Même dans Courage, vous allez voir que quand on regarde en termes de réduction d'ischémie myocardique authentifiée par des tests d'ischémie, eh bien, quand on fait de l'angioplastie versus uniquement le traitement médical, on réduit l'ischémie de manière significative avec un impact clinique réel. Vous avez, de deuxième côté, l'impact sur les critères composites de jugement quand on réduit l'ischémie. La même chose, ça date à Chabowitz, dans les années 2000, avait démontré que le cut-off global était à peu près de 10% de myocarde. Ce qui est, et depuis, on fonctionne avec cette espèce de dogme. On considère qu'un patient qui a plus de 10% de son myocarde menacé par l'ischémie mérite d'être revascularisé, et la différence entre le traitement médical et la revascularisation, c'est à partir à peu près de 10% de myocarde lésé. Ce qui est encore plus intéressant, et c'est toujours à Chamovitch, et ça date déjà d'une vingtaine d'années, c'est cette espèce de continuum, c'est-à-dire qu'il y a une relation linéaire entre la portion du myocarde qui est menacée, qui est ischémique, et l'impact clinique. Là, c'est l'impact clinique mortalité cardiaque. Je ne vous parle pas de MEIS, de critères composites de jugement, ce qu'on fait souvent pour essayer de démontrer qu'on est efficace. Mortalité, regardez, on passe de 0,7% à quasiment 6,7%, ce qui fait en moyenne 5,5% de mortalité cardiaque à 2 ans chez l'angineux considéré comme stable. Je vous rappelle que dans le registre FASTEMAI de Nicolas Danchin et Étienne Pumira, qui avait donné la mortalité sur 10 années de l'infarctus et des ST- sévères, la mortalité est inférieure à 5,5%. Donc on est réellement devant une maladie qui tue et réellement devant des gens qui ont du mal. Alors ça, il vous disait tout à l'heure qu'on va virer la FFR, etc. Ça, c'est la science moderne qui me dépasse. Je ne comprends pas. De plus en plus, une étude sort, d'accord? Les copains se réunissent au mois d'août en général pour faire les recommandations. Et en septembre, entre 2 bronzages et un petit verre, ils vont nous sortir des recommandations qui vont changer l'année prochaine, parce qu'ils ont changé entre-temps de lieu de vacances, d'accord? Et l'année prochaine, on va vous dire ça ne sert à rien, la FFR. Et les payeurs, c'est-à-dire les décideurs, vont décider de dérembourser la FFR. Alors regardez, je vais vous donner un exemple. Ici, on se bat pour que la FFR soit remboursée. Et en France, où ça a été remboursé, parce qu'une étude est sortie et qui a dit que non. FEM3, c'est ça, toi qui lis beaucoup, dit la FFR, ça ne marche pas.
Il n'y a pas de corrélation. On dérembourse la FFR. Donc il faut arrêter de nous faire croire qu'une recommandation va être le déterminant majeur de toute notre activité médicale. Ça, c'était pour vous montrer que dans FEM2, c'était De Bruyne qui avait démontré qu'à 5 ans, on réduisait la nécessité de revascularisation urgente, on réduisait la survenue des infarctus. Évidemment, l'angioplastie est le meilleur anti-angineux qu'on connaisse. D'accord ? Et il n'y a pas de catch-up phénoménal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rattrapage des courbes, que ce gain obtenu au départ ne se perd pas avec le temps. Plus récemment, c'est Bangalore qui a fait une méta-analyse. Il est parti sur 80 études. Il en a sélectionné celle qui lui semblait être le plus méthodologiquement acceptable. Et il réunit à peu près 15 000 patients sur 14 études. Et ce qui apparaît, c'est ce que je viens de vous dire. On réduit les infarctus. On réduit l'angor instable. Et on augmente évidemment un petit peu ce qu'on appelle l'infarctus procédural. Quand on fait une angioplastie, il y a toujours un peu de largage d'enzymes, de troponine, on va bricoler des coronaires. Le myocarde, pendant l'intervention, souffre un peu. Alors, il y a des études très anciennes qui montraient qu'un petit pic d'enzymes avait des conséquences sur la mortalité future, etc. Quand vous voyez le nombre de troponines élevé chez des gens qui n'ont pas de coronaropathie, vous pouvez vous poser la question sur la pertinence de ce type d'approche. Et donc, en conclusion, n'oubliez pas qu'un malade sur 3, c'est ce que je vous disais au début, qu'un malade sur 3 qui initialement était attribué dans les groupes de maladies, oh là là, il a enlevé la veste, dans le groupe des gens qui étaient considérés comme dans le groupe médical, dans les 5 ans, 1 sur 3 a été dilaté. N'oubliez jamais ce crossover, c'est ce que je vous disais. Maladie chronique, oui, mais avec de l'acutisation qui amène les patients à être quand même revascularisés. La mortalité, discutable, mais je vous ai dit, on réduit la survenue d'infarctus. Et encore méta-analyse plus récente, 2021, sur 25 études, où là, même au niveau de la mortalité cardiaque, on pense que, quand on triture les chiffres, c'est méthodologiquement pas très acceptable, on arrive à démontrer un impact sur la... Alors, le fameux traitement médical optimal de notre cher Antoine Pi, c'est un peu ça, hein. C'est 6 à 7 médicaments. Et puis il a de l'arthrite, hein, donc il est obligé de prendre... Il ne peut même pas prendre d'anti-inflammatoire parce qu'il prend de l'aspirine. Et donc tous les matins, il se réveille, il a mal. D'accord ? Pour son hypertension, il est obligé de prendre encore un médicament. Et donc Antoine, il se retrouve tous les matins comme ça, avec son pilulier, et à se dire combien de médicaments je vais prendre aujourd'hui, parce que je ne veux pas que Kamel me mette un stent, cette espèce de truc. Pire encore, il va finir lui aussi, parce que, vous voyez, l'adhésion aux médicaments, l'observance médicale, elle est complètement rapportée au nombre de médicaments. On comprend, il est plus facile de se mettre dans sa trousse de toilette un comprimé dans la journée, du Viagra, et le prendre de manière continue, alors qu'il est beaucoup plus difficile quand on a 7 ou 8 médicaments. Vous voyez, l'adhésion, l'observance thérapeutique, elle baisse avec le nombre de médicaments. L'observance thérapeutique est meilleure, ça on le sait, chez les patients qui ont une angioplastie ou qui ont un geste quelconque. Pourquoi ? Parce que la prise de conscience de sa pathologie fait que le malade est plus observant. Et enfin, l'impact de l'observance sur la mortalité et la morbidité sévère, c'est le dernier petit truc qui boue. Et entre-temps, juste pour... c'est Andreas Grundzig, le père de notre métier, celui qui a fait le créateur de notre métier, qui a dit que Dieu, ou la nature, pour ceux qui ne croient pas, nous a donné 3 vaisseaux perméables et qu'il faut qu'on fasse tout pour que ces vaisseaux perméables le demeurent, tout en sachant que le premier tueur au monde, c'est la plaque qui se rompt. Alors, vous appréciez la pertinence scientifique de la dernière slide et du dernier argument. Dieu vous a fait avec 3 artères coronaires perméables, il faut donc les maintenir perméables. C'est vraiment scientifique. On n'est pas de la même culture. J'ai été très surpris au départ que les slides qui vous montraient, pour la plupart étaient de 1887. 89. 1889. Heureusement, tu t'es rattrapé à la fin. Mais en fait, je suis fondamentalement d'accord avec Kamel. Tout ça est un continuum. Et lorsqu'on fait un syndrome coronarien chronique, donc une sténose coronarienne, on évolue éventuellement vers ce qui tue. Et ce qui tue, c'est ça. C'est la vulnérabilité de la plaque. C'est la plaque qui se fracture.
et le SCC devient SCA, et pour autant, et là, Kamel a 1000 fois résumé ce que je pense, c'est exactement le même malade. Donc l'idée du traitement, c'est surtout d'éviter que se produise le passage du SCC au SCA. Alors, la plaque vulnérable, c'est quoi une plaque vulnérable? Est-ce que c'est une plaque serrée ou est-ce que c'est une plaque non serrée vulnérable? Le problème, c'est que ça, on ne peut pas tester parce qu'on ne sait pas la détecter du tout avec les instruments dont on dispose. Et à l'inverse, on s'est rendu compte, et Kamel vous l'a montré tout à l'heure, qu'il y avait un lien entre la démonstration d'une ischémie myocardique, donc d'une sténose serrée, et la mortalité. Donc on s'est immédiatement mis dans cette voie, et effectivement, on s'est rendu compte que quand on avait une sténose serrée, que l'ischémie était grande, il y avait plus de morts. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc on s'est dit, du coup, si on traite cette sténose serrée, si on enlève l'ischémie, on va forcément sauver des vies. C'est ce que voulait Kamel. Le problème, c'est que lorsqu'on teste cette idée sur des grandes études, et il les a citées, il les a balayées du revers de la main, eh bien, on se rend compte que le fait de dilater une lésion serrée versus traitement médical, eh bien, ça n'aboutit à aucun résultat tangible en termes de mortalité. Aucun effet sur l'infarctus, aucun effet sur la mort subite, aucun effet sur la mortalité globale. Et ça, c'est une vieille étude, c'est l'étude initiale, mais d'autres études beaucoup plus récentes ont montré exactement la même chose. Sur 4 ans, il n'y a aucun intérêt à dilater une sténose serrée dans le syndrome coronarien chronique. Alors, on va écouter ces arguties, il va dire oui, mais il y a des crossovers, oui, mais l'étude n'était pas bien faite, oui, mais le collectif n'est pas... Tout ceci ne légitime pas ton appât de la ferraille. Pris dans son sens large. Alors, il ne faut pas passer à côté de la plaque. En fait, on est en train de se planter d'ennemis. En fait, ce qu'on cherche, ce n'est pas identifier l'ennemi que vous êtes capable de détecter, la sténose serrée. Ce qu'il faut, c'est détecter l'ennemi qui tue, c'est-à-dire, a priori, la plaque instable non serrée. L'identité de votre ennemi, ce n'est pas forcément celui que vous arrivez à débusquer. C'est un autre ennemi que vous n'arrivez pas à débusquer, le premier d'entre eux étant un simple marqueur. Si vous détectez une sténose serrée, c'est qu'il y a plein d'autres plaques non serrées sur le réseau coronaire, et c'est celle-là qu'il faut traiter, pas la sténose serrée. Alors, le problème, c'est que nos instruments pour détecter cette plaque non serrée, ils sont indigents. Je vous rappelle qu'on qualifie les coronariens à la lumière de la coronarographie, c'est-à-dire une luminographie sommaire qui passe totalement à côté de l'essentiel, qui est la paroi. C'est la paroi dont il faut se soucier et pas de la luminographie. Et pensez-vous que de mettre un stent de manière néandertalienne sur une sténose serrée qui n'a rien à voir avec le problème soit une façon de gérer les choses? Je ne crois pas. En fait, c'est le CT scan qui va nous apporter la solution. Et je remercie à cette occasion Alain Tavildari qui m'a donné ces quelques slides parce que je ne suis pas un scanographiste, mais il m'a vraiment convaincu. Le scanner, et ça part de là, c'est le fait que, et c'est une étude assez récente, beaucoup plus récente que celle que Kamel vous a montrée, montre que effectivement, le syndrome coronarien aigu est souvent lié à des plaques non serrées, comme je vous le disais. Et il y a plusieurs façons dont évolue la plaque. Elle part de la plaque non significative, soit elle se calcifie et elle devient passive, c'est ce qu'on appelle le score calcique, c'est ce qu'on détecte en faisant un score calcique, soit enfin elle se rompt et elle peut tuer, et lorsqu'elle évolue sans se rompre et sans occlure l'artère, elle fait le syndrome coronarien chronique et l'angine de poitrine. Voilà comment ça évolue tout ça. Et ce qui fait passer le stade de plaque au stade de rupture de plaque, c'est l'inflammation. Et le CT scan est capable, alors non pas par l'analyse de la paroi
car l'analyse de la paroi est indigente par rapport au nouvel index qui est le FAI, qui est l'inflammation de la graisse péricoronaire. Et on se rend compte que lorsqu'on mesure cette inflammation, on sait quelle plaque est vulnérable ou pas. Ce n'est pas l'analyse de la paroi, c'est l'analyse de ce qu'il y a autour de la paroi. Et ceci a été largement démontré. Je vous incite à regarder toutes ces études qui ne datent pas de 1800. Et voilà ce qu'on trouve, la révélation de la graisse péricoronaire qui donne une indication sur la vulnérabilité de plaques. Donc le traitement de ceci est le traitement médical, excusez-moi pour la faute, mais le traitement médical est évidemment ce qu'il faut privilégier. La statine, le traitement anti-inflammatoire et la colchicine est actuellement testé et a de bons résultats, ainsi que le traitement anti-agrégant et le traitement bêta-bloqueur. Alors, est-ce qu'il reste des places pour la revascularisation? Évidemment, la FFR, Kamel vous en parlait, il est clair que lorsqu'on a une ischémie myocardique large ou symptomatique, il faut mettre un stent, il n'y a aucun doute. Voilà un petit exemple de cette sténose serrée. On fait une FFR, soit elle est négative et l'étude d'IFER montre qu'il ne faut pas y toucher, soit elle est positive et l'étude FAME2 dit qu'il faut y toucher. Donc il n'y a pas de doute, tout ça est maintenant dans nos pratiques quotidiennes et cette attitude permet d'économiser du contraste, de l'argent et de la survie pour nos patients. Alors, en plus de cette ischémie documentée par la FFR, il y a d'autres indications et Camille m'en avait fait la remarque, j'ai donc ajouté cette slide. Le tronc commun, l'IVA proximal, ce sont des indications indiscutables, donc il n'y a pas zéro place pour le stent. Mais retenez bien, et c'est mon take-home message, que le stent est indiqué lorsqu'il y a une ischémie large ou symptomatique, mais que pour sauver des vies, ce n'est pas le stent, c'est le traitement médical. T'as fini alors? En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, nous, on a dans notre culture, l'ancien chez nous est sublimé. Donc les études de 1800, on continue à les respecter. L'Occident part en vrille à cause de ça. Ils ont oublié ce que les anciens ont apporté. Et la réalité, c'est que ce sujet-là, il nous passionne depuis une quarantaine d'années, Antoine et moi. Et on a fait chacun d'entre nous des séjours à droite et à gauche pour cette espèce de plaque vulnérable. Et je vais vous montrer un cas clinique qui date de longtemps à Mont-d'Or, qui date de 2007 et qui m'a marqué et qui a modifié complètement ma façon de voir mon travail. C'est un pompier qu'on voyait régulièrement. À l'époque, j'étais jeune et comme j'étais le seul arabe du service, c'était moi qui me tapais le plus d'astreinte. Et au cours d'une astreinte, les pompiers, c'est toujours les mêmes qui viennent, etc. On est copains avec les infirmiers, les ambulanciers. Et donc, il y a un jeune de 44 ans qui nous ramenait des malades sportifs, machin, un peu les cow-boys pompiers du SAMU 94. Et un jour, il me dit, ouais... Et comme moi, je suis effectivement un homme de Néandertal, par proximité, je lui dis, bah écoute, arrête, viens, on va te faire une choro. On lui fait la choro très rapidement. Et voilà ce qu'on trouve. Une espèce de petite plaque, un peu en demi-teinte, etc. Mais sans plus. Le reste du réseau était normal, donc on lui dit, écoute, 44 ans, tu rentres dans la maladie coronaire, prends de l'aspirine, prends machin. À l'époque, il y avait la fameuse polémique sur les statines et tout. Il a décidé de ne pas prendre de statine, mais il prenait de l'aspirine. Et donc voilà, on lui dit, globalement, ça va, laisse tomber, tu es bien. Regardez la date, c'est le 18-11, non, ça c'est sa naissance, c'est le 8-11-2007, où il a ça. Un mois après, il vient, il accompagne un patient. Il trouve toujours le même arabe d'astreinte. Pendant que je traitais le patient, je vois un tohu-bohu dans le couloir du plateau technique du SAMU. Et en fait, il fait l'arrêt cardiaque devant ses copains du SAMU. Alors heureusement qu'il y a 2 salles de KT et que donc il est massé, il est tout de suite mis sur l'autre table et voilà ce qu'on trouve. Une IVA occluse au niveau de la plaque qu'on a considérée comme étant une plaque pas serrée. Il ne faut pas mettre de stent, non, non, non. Il faut lui donner les médicaments à ce jeune homme. D'accord ? Je fais à l'époque l'angioplastie avec ce qui se faisait de mieux, c'est-à-dire le Réopro, qui était l'anti-GP2B3A le plus puissant, et on arrive à avoir un résultat tout à fait correct. Le problème, c'est ça.
C'est ça, c'est que malgré une angioplastie en moins d'une heure, voilà le résultat. Et voilà le résultat 1 an après. Il n'a jamais récupéré. Sa vie, il a été transplanté. Donc le véritable problème de notre métier, c'est ça. Moi, qu'on me dise, tu mets trop de métal, t'aimes les stents, etc. D'accord. Si je lui avais mis un stent sur l'IVA Prox, peut-être qu'il n'aurait jamais été transplanté, ce jeune pompier. Et donc, on se trompe de cible. Là, je suis d'accord. Des outils existent. Et alors, il vous a parlé du scanner, mais nous, les coronarographistes, tu nous sors par la porte, on revient par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on va ramener des outils en vous disant il vaut mieux regarder de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Et là, le nouvel outil, c'est l'IVUS associé au NIRS. Le NIRS, c'est le infrared streptoscopie, qui est la possibilité, c'est ce qu'on utilise dans l'alimentaire en général. Quand vous achetez des aliments dans l'industrie, à Marjan, au Carrefour, ou je ne sais pas quoi, on va vous dire vous avez tant % de collagène, tant % de... C'est ce système-là qui s'appelle, c'est tout simplement un rayon qui est au niveau des infrarouges. Ils ont réussi à miniaturiser ça. Sa spécificité, c'est quoi? C'est de pouvoir différencier le collagène des lipides, de ce qui est gras, le gras de ce qui ne l'est pas en fait, collagène, fibrose, etc., etc. Et pour en revenir à la définition dont parlait Antoine tout à l'heure de cette fameuse plaque vulnérable, on a été plus loin, les hommes de Néandertal, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir une définition de ce qu'on appelle la thin cap fibroathéroma, c'est-à-dire la plaque vulnérable. Et c'est quoi? Il faut qu'elle ait du volume, il faut que son volume soit de plus de 70%. Alors le problème c'est quoi? Il a raison quand il vous dit une luminographie. Nous on ne peut pas évaluer par la coronarographie l'épaisseur de la plaque, on voit juste la réduction de la lumière. Par ailleurs, cette réduction de la lumière peut être faussement rassurante parce qu'il y a ce qu'on appelle un remodelage de l'artère. Quand il y a de l'athérome, l'artère a tendance à se dilater. Donc même si la plaque est très grosse, la lumière va demeurer la même. Vous n'aurez pas l'impression que la plaque évolue. Le MLA, c'est globalement en dessous de 4 mm², c'est beaucoup 4 mm². Le rayon d'un tube est insuffisant pour avoir un flux sanguin et une pression suffisante. Et le nouveau élément majeur, c'est la plaque riche en lipides, la lipid-rich plaque, au NIRS, c'est-à-dire que la composante lipidique de la plaque doit être assez importante. C'est ce que vous voyez dans cette chémographie par le NIRS et l'IVUS en jaune. Et donc, on sait de quoi on parle. Et regardez un autre exemple qui est tiré d'une étude, de l'étude Prevent dont je vous ai parlé. Donc, il a une lésion à droite, on met un stent, on est content. Ça, c'est l'homme de Néandertal. Mais le coronarographiste normal devrait regarder le reste, voilà, c'est irrégulier sur l'IVA. Vous voyez, l'IVA moyenne est irrégulière. On va lui dire, oui, bon, il est coronarien, une lésion cible, on a dilaté, on lui met les médicaments, tout va aller bien. Il a eu les médicaments, celui-là. Mais ils lui ont fait le NIRS, IVUS NIRS, et ils trouvent les éléments de plaque vulnérable, c'est-à-dire une plaque volumineuse avec un MLA inférieur à 4 et surtout beaucoup de lipides dans cette plaque. Vous voyez le chémogramme, il y a beaucoup de jaune dans sa plaque. Mais ce qui se passe, c'est que 15 mois après, exactement à l'endroit qui a été détecté, il a bouché son IVR. Donc la prédictibilité, qui est l'élément majeur, qui est notre frustration majeure, commence à apparaître avec le scanner, évidemment, parce que dans l'étude iconique, etc., il y a aussi des patients qui ont été suivis, coronarographie, etc. Mais là, grâce à ce système-là, on arrive à détecter un certain nombre de plaques qui sont réellement à risque, puisqu'on montre qu'il y a une prédictibilité, voilà, en 15 mois. Et ça, c'est fabuleux. Du coup, on se dit, l'étude LRP qui a voulu démontrer cette prédictibilité, ben, c'est des patients qui ont fait IVUS NIRS, on les recontrôle plus tard, et elle est positive. Quand on a une plaque avec des composantes de vulnérabilité, les MACE augmentent. Que ce soit à l'échelon du malade ou que ce soit à l'échelon de la plaque elle-même, puisqu'ils ont divisé. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, on a une plaque vulnérable, mais qui sont les patients vulnérables? L'idée, c'est de s'attaquer aux patients vulnérables et non pas uniquement à la plaque vulnérable. Et vous verrez des tas de papiers, ben, tu vois, Antoine, hein, ils ne sont pas de 1800, moi aussi je lis encore. Et donc, des études plus récentes vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire que la prédictibilité de cet outil-là, ça peut être l'OCT, ça peut être IVUS NIRS, etc., mais de ce qui est endocoronaire marche. Du coup, l'idée, on arrive à les détecter. Et si on les étayait en mettant un stent, même si elles ne sont pas serrées,
Est-ce qu'on sauverait à ce moment-là des vies? Est-ce que la fameuse cible, quand on la traite mécaniquement, il vous a parlé du traitement médical, quand on les traite mécaniquement, est-ce qu'on est pertinent ou pas? Donc l'idée, c'était de se dire, on va vérifier. Donc on détecte la plaque vulnérable, on met une prothèse et on voit ce qui se passe après. Le problème, c'est qu'au début, quand ils ont mis les prothèses, c'était Prospect 2, ils ont mis les prothèses, ils se sont dit, on ne va pas laisser du métal à quelqu'un toute sa vie. Donc vouloir trop bien faire les choses, des fois, dans notre métier, c'est pas bien. Ils ont mis les stents biorésorbables. Alors l'idée, c'est quoi? C'est d'étayer la plaque, la passiver mécaniquement, en plus du traitement médical, et ensuite le stent, il disparaît. Le problème, c'est que le stent qui a été utilisé a été retiré du marché parce que, bref, en se dégradant, il libérait un certain nombre de choses, il y avait des thromboses, etc. Il n'est plus sur le marché. Et donc, on est resté sur cette espèce de frustration. Mais il y a 2 mois, à l'ACC, l'étude de Park, c'est des Sud-Coréens qui ont une contribution majeure ces 15 dernières années dans notre métier. On fait cette étude Prevent. Elle vaut ce qu'elle vaut, méthodologiquement, etc. On pourra en parler. Mais c'est toujours la même idée. On détecte grâce à l'IVUS-NIRS la plaque, on met une prothèse. Au début de leur étude, ils ont mis des prothèses biodégradables, 30% à peu près, mais 70% des patients ont eu des stents actifs comme on en utilise actuellement. L'idée, c'était de voir ça, voilà. Élément de plaque, un groupe de patients, et il faut minimum 800. Pourquoi? Parce qu'on meurt peu de coronaropathie maintenant. On meurt de moins en moins. Alors, je vais aller très vite. 30% de diabétiques, voilà, donc 70% de stents actifs, et regardez le résultat. Dès les 2 ans, les courbes se séparent en faveur des patients chez lesquels on a détecté la plaque et qu'on a étayé. Et ça se maintient à 7 ans. Alors, target vessel failure, il va vous le dire, quand on vous sort des trucs comme ça, c'est qu'on est un peu gêné aux entournures sur les éléments. Ça comprend le décès, l'infarctus, la nécessité de revascularisation, la revascularisation urgente, etc., etc. On met beaucoup de choses pour essayer d'apporter des éléments qui permettent de faire la différence entre les 2 techniques. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, on meurt peu. Si on veut réellement démontrer quelque chose, en plus c'est une étude ouverte. Là, il n'y a pas de randomisation, c'est 1 sur 1, etc. Mais si on prend des milliers de patients, on arrivera à ça. Décès, infarctus, revascularisation en faveur de l'étayage mécanique des plaques. Et quand vous regardez dans les sous-groupes, ça marche, et ça marche quasiment dans les sous-groupes, la même chose pour les hommes, les femmes, et c'est cohérent. Et quand vous regardez tout à fait en bas par rapport à Prospect, le groupe stent biodégradable, pas d'avantage, le groupe stent actif normal, avantage. Donc on est réellement, bon voilà, ça c'est toutes les limitations de l'étude, mais on a l'impression qu'on est en train de toucher au Graal, c'est-à-dire qu'on va avoir un outil qui va nous permettre de détecter ce qui tue, et c'est-à-dire qu'on va arrêter d'être des poètes, parce qu'on est gêné par ça de tout temps. On fait une choro, la plaque elle n'est pas serrée, mais on va dire oui, mais elle est en double teinte, ses bords sont festonnés, elle est légèrement irrégulière, elle est ulcérée, parce qu'on sent coronarographiquement, au bout de 40 ans de métier, que cette plaque, elle a quelque chose qui nous embête, qu'elle est probablement vulnérable. Mais on n'a pas encore les outils. C'est ce que tu disais, la luminographie ne nous permet pas encore. Les outils commencent à exister, et pour vous dire, ce sont des outils qu'on peut avoir, puisque j'ai commencé à négocier l'IVUS et NIRS pour la clinique, et je pense qu'on va l'avoir. Donc les outils, on les aura, ils ne sont pas excessivement chers, après on verra bien. Sauver des vies, prévenir la mort, versus, effectivement, le meilleur anti-angineux que demeure le stent. Voilà, je vous remercie.